Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire sur le thème Retail, comment optimiser l'expérience client en magasin. Pour rappel, on a prévu que le webinaire dure 1 heure, donc de 11 h à midi. On va faire notre maximum pour ne pas déborder cet horaire. En attendant là que les derniers se connectent, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, dans l'onglet chat ou l'onglet discussion, si vous voyez bien et si vous entendez bien, s'il vous plaît. Donc le chat, c'est l'onglet discussion qui est vraiment en bas de la vidéo ou alors en haut, en fonction de votre version de Zoom. Et vous allez pouvoir à tout moment pendant le live nous poser vos questions et on répondra aux questions soit tout à la fin du webinaire, soit à la fin de chaque présentation. Oui, tout fonctionne bien, audio, ok. Parfait, merci à tous. Donc ce webinaire est organisé par ConnectWave et ce seront les experts de nos adhérents Digital Tags et LinkSense qui présenteront les axes pour améliorer la relation et l'expérience client en magasin. Avant de passer la parole à ces experts, je vais vous présenter brièvement ConnectWave. Donc ConnectWave, c'est l'association des professionnels de l'IoT et de la RFID, des entreprises actives autour de la traçabilité et de l'identité digitale des objets connectés tout au long de leur cycle de vie. On fédère un réseau de 10 000 sociétés et donc de 15 000 professionnels qualifiés dans l'IoT partout en France et on se déploie, on a prévu pour 2023 de se déployer à l'Europe. Cette année, ce qu'on a fait en priorité, ça a été de dynamiser la création de pôles régionaux. Donc, on a un pôle qui s'appelle ConnectWave Île-de-France et un autre ConnectWave Aura, donc Auvergne-Rhône-Alpes. On fait des événements locaux, comme des événements business, des rencontres entre adhérents, mais aussi entre membres de l'écosystème des objets connectés industriels. Et pour nos adhérents, ceux qui rejoignent ConnectWave, une large palette de services est à leur disposition, sous 3 grosses thématiques. Tout ce qui va être actions pour booster votre visibilité, donc des actions de communication, telles que des webinaires bimensuels, comme celui-là, des newsletters, la mise en avant de toutes vos actualités sur notre site internet et tous nos supports de communication web, le relais de vos actus sur nos réseaux sociaux, des interviews vidéo, etc. On en a plein, je ne vais pas tous vous les citer là. Pour l'onglet développement business, on propose des tarifs préférentiels pour participer aux événements clés de l'IoT, par exemple Global Industry, Smart City, Smart Grid, Made in Tech, Mobility for Business, Silver Economy Expo, systèmes et objets connectés, voilà, tout ce genre de salon où vous allez pouvoir avoir des réductions pour exposer entre moins 20 et moins 50% de réduction. On propose aussi la diffusion d'appels d'offres et, comme je vous le disais, on fait aussi des after-work networking en région. Pour l'onglet accompagnement projet, vous allez pouvoir avoir, en tant qu'adhérent, un avis d'expert sur vos propositions commerciales et un accompagnement à la stratégie de croissance. Ça, c'était pour nous présenter brièvement. Passons maintenant au cœur du sujet de ce webinaire. Et pour ça, je vais laisser la parole à Cyril Proy, IoT Marketing Director de LinkSense. Bonjour à tous. Merci Mélanie. Je vais partager mon écran. Ça prend quelques secondes. Donc, je me présente brièvement. Je suis Cyril Proy. Je suis chef produit chez LinkSense, en charge de 2 verticales. Le premier qui est le télécom et le deuxième qui est tout l'IoT. Brièvement, je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur qui est LinkSense. On est une société très axée hardware. Notre cœur de métier, c'est la smart card finalement. Donc, c'est la fabrication de connecteurs pour la smart card. Notre idée, c'est de connecter les gens
à travers la carte SIM, à travers les cartes bancaires, à travers les cartes d'accès, donc tout ce qui est sans contact et contact. Nous sommes environ 3000 employés, environ 400 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021, un petit peu plus pour 2022. On est présent dans le monde entier, des sites en Europe, des sites en Asie, en Chine, en Asie du Sud-Est, en France, le headquarter à Paris. Et donc moi, je suis balisé à Mantes-la-Jolie sur un site historique. On aura livré, pour vous donner un ordre d'idée, environ 110 milliards de connecteurs sur le marché depuis notre création, fin des années 80 avec la technologie de la smart card, et environ 5 milliards d'antennes type RFID, quelle que soit la technologie, NFC ou UHF, depuis la création. Nos verticaux adressés, donc comme je le disais rapidement, c'est tout ce qui est carte d'accès, accès à des endroits sécurisés ou pas. Ça peut être de l'hôtellerie, ça peut être des entreprises sécurisées, ça peut être des parcs d'attraction. Tout ce qui est objet connecté, donc tout ce qui est lié à l'IoT, j'en reviendrai tout à l'heure. La partie finance, bancaire, naturellement, de plus en plus maintenant de cartes bancaires où on peut faire le paiement sans contact. Donc, Linksense fournit à la fois le petit connecteur doré que vous voyez sur la carte, que vous avez sur votre carte bancaire, et l'antenne NFC qui est à l'intérieur de la carte pour permettre le paiement sans contact. Tous les documents gouvernementaux, notamment tout ce qui est la page des passeports biométriques, la partie électronique de la page passeport biométrique, les cartes d'identité, les permis de conduire à partir du moment où il y a une puce de l'électronique à intégrer. Et donc une antenne, Linksense intervient. Un vertical qui est de plus en plus important sur la partie healthcare, médicale, où de plus en plus nous intervenons à la fois dans la partie développement d'électrodes pour faire des mesures, par exemple donner des mesures de glucose, des mesures de sang. On vient chercher une donnée bien précise et on peut la communiquer que ce soit sur du contact avec un connecteur ou en sans contact. Et puis tout ce qui est hospitalité, leisure, entertainment, donc ce que je disais, les parcs d'attraction, c'est d'une manière générale, ou dans des bracelets également, donner de l'accès aux gens dans des lieux bien précis. Transport, et puis toute la carte SIM, naturellement, qui a été le début de l'histoire de Linksense, en tout cas pas la carte complète, mais pour côté Linksense, mais le connecteur. Voilà, je vais m'étendre maintenant sur le webinar, parler avec vous de l'optimisation de l'expérience client en magasin. Nous, on a vu, tout le monde voit depuis ces dernières décennies une évolution importante des magasins, de nos habitudes, notamment avec l'explosion du e-commerce, avec les changements des habitudes de consommation. Ces deux piliers, finalement, vont pousser un changement radical et profond de l'image de nos magasins, à la fois dans leur organisation, dans le management des quantités, de la diversité, l'aspect marketing. Au cœur du débat, finalement, comment attirer le client pour qu'il fasse ses achats en magasin plutôt qu'il fasse ses achats dans son canapé, et comment on optimise la vente de produits. Donc pour les magasins, quelque part, comment on pousse l'utilisateur à acheter d'autres produits quand il est sur place. Linksense participe à cette expérience client, ce qu'on va appeler expérience client. Je vais vachement insister sur ce thème à travers deux thématiques, deux produits, deux technologies. Ce sont la partie RFID et la partie NFC. Alors pourquoi ? D'abord, sur la partie RFID. La RFID, c'est connu, c'est un produit et une technologie mature qui a été extrêmement développée. On parle maintenant, on a déjà passé plus de 20 milliards de pièces déployées cette année de tags RFID pour la partie logistique, pour l'industrie d'une manière générale. Ça sert à quoi? Ça sert à traquer, à tracer les produits au sein d'une supply chain, d'une chaîne logistique. Et pour le magasin, c'est exactement la même chose finalement. Comment on s'assure qu'il n'y a pas de rupture? Comment on s'assure que les étagères vont bien être remplies? Comment le magasin peut optimiser ses approvisionnements, ses étagères, la visibilité sur étagères et ses approvisionnements à travers la technologie RFID qui est extrêmement mature. Donc, c'est un premier axe. Le premier exemple que j'ai envie de donner, finalement, c'est Decathlon. Decathlon qui a été un des pionniers qui utilise énormément de tags UHF, RFID.
depuis maintenant des années et des années. Tous leurs produits sont tagués et ça leur permet de tracer et d'optimiser leur magasin, en tout cas en termes de quantité et de diversité. Suivant le deuxième aspect, et en rebondissant sur l'exemple de Decathlon, l'expérience client qui est poussée au maximum, c'est la caisse. Comment les gens finalement passent le moins de temps en caisse, et Decathlon là-dessus a été extraordinaire. Ces tags RFID finalement qui permettent de poser notre panier directement en un seul coup, un scan direct de tous les objets en une fraction de seconde, on paye sans contact, boum, c'est fini, on repart. Ça, c'est de l'expérience, c'est clairement l'expérience client, c'est la techno RFID qui permet de faire cette rapidité, d'avoir cette rapidité d'exécution en caisse. J'ai un autre exemple que j'ai bien aimé, qui est sorti. Il y a eu une press release d'un de nos compétiteurs, mais que j'ai vraiment apprécié pour le coup. En parlant de la caisse, c'est Avery Dennison qui a fait une press release, qui a développé tout un lecteur en caisse également. Donc la personne arrivait avec un panier bien précis, passait dans un lecteur et tous les composants, tous les items étaient scannés. Donc en une seule fois, c'était fini et repartait directement une fois passé en magasin. C'est une rapidité d'exécution, c'est un portail, c'est une optimisation de magasin. On est en plein dans l'expérience client, la rapidité. Donc ça, c'est l'avantage de la RFID poussée pour le déploiement en magasin. L'alternative à ça, finalement, si on pousse un peu plus loin encore, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la partie industrielle, dans la partie logistique, ce qu'on voit dans les entrepôts. Ce n'est pas encore mature, mais c'est peut-être à terme qui y arrivera. En compétition de cette technologie RFID, c'est l'intelligence artificielle avec les caméras. Une analyse d'image, capable d'analyser une image on a vu dans des entrepôts, être capable de voir, d'analyser que tel item a bougé et est situé à tel endroit. On pourrait très bien l'imaginer pour des magasins. Il y a déjà eu des tests qui ont été poussés. Ce n'est pas encore prêt, mais on peut très bien imaginer les futures années arriver avec cette technologie-là. Le deuxième axe dont je voudrais parler, c'est la partie NFC. Je trouve que cette technologie est encore plus intéressante pour le Customer Experience. On est encore à une étape d'évangélisation, j'aime bien dire ça, contrairement à la RFID qui est déployée massivement. Je disais, on a déjà atteint en novembre 20 milliards de pièces déployées dans le monde de tags RFID. On n'est pas du tout sur ces niveaux de marché sur la partie NFC. On est entre 5 et 10% à peine de déployés par rapport à ces milliards. Et pour autant, il y a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est qu'on n'est pas capable de taguer en un seul coup des centaines de produits. Ce sera fait un à un. Donc, pour la partie logistique, c'est moins avantageux d'avoir un tag NFC, même si ça reste possible avec on imagine une chaîne et des lecteurs industriels, on peut très bien tracer. Mais c'est moins pratique. Par contre, on a l'avantage de faire un lien avec une technologie qui est toute simple, c'est le smartphone aujourd'hui. Notre smartphone, l'utilisateur, donc n'importe qui, peut avoir accès, peut lire le tag et l'information du tag liée au produit. Donc, quelque part, on donne accès au fabricant, on peut donner l'accès au fabricant à son utilisateur, à son propre client. Un exemple que j'ai envie de prendre, c'est Paco Rabanne qui a développé son produit il y a maintenant quelques mois, même année. Vous l'avez peut-être vu, c'est le parfum Fantôme. Un petit bonhomme en forme de Lego qui a un tag RFID dans son bouchon sur la tête. Et finalement, ça sert à quoi? Ça sert à créer un lien entre Paco Rabanne et l'utilisateur. Il n'y a pas le retailer au milieu. Et il est capable de pousser de l'information, il est capable de pousser des offres marketing, il est capable de faire une enquête de satisfaction, il est capable d'envoyer un message qu'il a envie de faire passer sur son histoire, sur sa fabrication, sur ses valeurs. Capable également de pousser du partenariat, par exemple, on peut imaginer tellement de choses. En tout cas, c'est un message à faire passer au client, pardon, que n'est pas capable de faire le tag RFID. Et donc, quelque part, on est capable, pour le magasin, de faire
j'ai envie de dire, du e-commerce au sein même du magasin, parce qu'on est capable de récupérer de l'information client. L'information client, c'est priceless, c'est ce que fait, c'est ce que fait chaque clic quand on est sur Internet et qu'on va voir tel produit ou tel produit, et que finalement on l'achète ou on ne l'achète pas, ou on l'achète plus tard. Toutes ces données sont analysées. On pourrait très bien avoir cette même idée grâce à la technologie NFC en magasin. Donc voilà, c'était les deux sujets dont je voulais parler. Donc Linksense participe sur ces deux axes. D'abord sur la partie RFID, puisqu'on produit en centaines de millions de produits de tags RFID. Et nous sommes donc sur différents projets aujourd'hui, notamment sur la partie retail et magasins, pour équiper les produits de tags NFC plus ou moins sécurisés en fonction du besoin. Voilà, Mélanie. Merci. Alors, j'aurais peut-être une petite question pour toi. Est-ce que des tags sécurisés dans des objets de valeur en magasin peuvent participer à cette expérience client? Alors oui, j'ai envie de rebondir sur la partie sécurité. On a ce besoin de sécurité de plus en plus, notamment sur les objets de valeur. Alors en ligne de fond, c'est la partie contrefaçon. La contrefaçon, on a les gens qui achètent d'une manière en général des produits contrefaits sur le marché ou n'importe où, qui vont acheter 50 € mais un bien qui en vaut 400, 500, finalement difficile pour la marque ça fait du tort à la marque, mais la personne finalement n'ira pas, c'est qu'elle n'a pas envie d'aller acheter son sac à 500 €. Donc c'est pas un client à aller chercher. Par contre, ce qui est vrai, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps encore, la semaine dernière, il y a les produits contrefaits qui arrivent dans des chaînes officielles de distribution des grandes marques. Et ça, c'est un vrai problème, parce que la personne finalement est effrayée et se rend compte que potentiellement, je peux acheter un sac alors je prends toujours l'exemple du sac à main, il n'y a pas que les sacs à main, mais en tout cas, est effrayé d'avoir un fake alors qu'on a mis 500, 1000 € sur un produit de luxe, et puis c'est pas un vrai. Ça, c'est un réel problème. Et donc là, en effet, il y a quelque chose qui devient intéressant et de plus en plus, on le voit, on a des vrais projets qu'on est en train de pousser, j'espère que ça va vraiment aboutir, de mettre des tags NFC avec des puces sécurisées cryptées. C'est la base même de la smart card, de la crypto, à la fois hardware dans la puce et également ce côté application. Donc, c'est-à-dire qu'on crée un tag sécurisé qu'on intègre dans le bien et on fait un lien avec un téléphone smartphone. On va finalement chercher de l'authentification du bien. On va chercher un certificat d'authenticité qu'on peut récupérer physiquement en papier, mais on est sûr, grâce au tag, qui a un numéro unique d'identité, c'est un passeport digital, on est capable de récupérer ce passeport digital sur le tag à travers un smartphone, par exemple, et donc on a cette preuve qu'il est authentique, et on pourrait même imaginer, nous c'est ce qu'on essaie de pousser, à travers des plateformes et du partenariat, de faire vivre ce passeport digital à travers toute la vie du produit. Un produit qu'on veut revendre, on pourrait très bien céder également ce certificat d'authenticité et prouver également à l'acheteur de seconde main que c'est un produit qui est authentique. Et ça, on est en plein dans l'expérience client. On va rassurer l'utilisateur qu'on est bien sur des produits qui sont pas copiés, qui sont pas de contrefaçon, dont on voit, on contrôle. Disons qu'on a la visibilité de son histoire et de sa fabrication jusqu'à toute son histoire. Merci Cyril, il y aura sûrement de nouvelles questions à la fin. En attendant, je vais laisser la parole à Franck. Franck Müller, Sales and Business Development Manager chez Digital Tags. Oui, bonjour. Alors, je vais partager mon écran. Donc, bonjour, Franck Müller. Je fais partie de la société Digital Tags qui est basée à Aubagne, dans le sud de la France. Alors, je vais rapidement nous présenter. Alors, Digital Tags, c'est pas encore très connu, mais en fait, on a une très longue histoire. On est une émergence de GEM+,
qui, en 1999, est devenu Gemtag. Et suite à différents rachats que vous pouvez suivre sur la partie haute, arrive jusqu'à Digital Tag actuellement. On est une petite équipe, enfin, on est une équipe d'environ 10 personnes sur Aubagne, où on effectue principalement de la personnalisation de tags RFID et NFC pour nos clients. Digital Tag a été incorporé au groupe BeyondTag, qui lui est un groupe mondial présent sur tous les continents, avec plusieurs rachats successifs ces dernières années d'entités qui sont peut-être un peu plus connues en Europe, Stora Enso, enfin une partie de Stora Enso sur l'EcoTag, Labadie qui est un fabricant d'inlay et de tags RFID en Italie, nous-mêmes, les Confidex sur une partie qui est plutôt hard-tag et plutôt industrielle, et Temera fait également partie du groupe BeyondTag, qui est lui un fournisseur de solutions dans le retail et pour les maisons de luxe. Donc voilà un petit peu l'écosystème dans lequel se trouve Digital Tag. Alors, qu'est-ce que l'on propose, nous? Nous, on est plutôt orienté sur, comme Lixense d'ailleurs, sur de fournir des tags NFC ou des tags, ce qu'on appelle RAIN, hein, donc des tags UHF RFID à nos clients. Alors, il y a deux buts. Le premier, c'est de rendre l'article intelligent et d'avoir donc, de pouvoir authentifier cet article comme quoi il est un bon produit. Mais également, grâce aux puces UHF RFID, de pouvoir le suivre tout au long de la supply chain et de pouvoir donc à ce moment-là de rendre disponibles les articles au bon endroit, surtout dans les magasins, et d'éviter les ruptures de stock. À l'heure actuelle, le NFC permet également beaucoup de choses. Donc, on connaît tout ce qui est authentification de produits, mais ça permet également de garantir la présence des produits au niveau du store et également j'allais dire d'enabler, mais de permettre d'interagir directement avec le client, que ce soit dans le store ou hors du magasin. Je ne vais pas reprendre parce que Cyril a déjà fait tout un point de vue là-dessus, mais on est très intégré, nous, au niveau des maisons de luxe, dans un premier temps pour la protection des marques, donc pour garantir le bon produit dans le bon magasin. On connaît les problèmes de marché gris, les problèmes qu'a cité Cyril, même un article fake peut quand même arriver dans un magasin de la marque. On l'a déjà rencontré par nous-mêmes, voire des magasins entiers dans des pays asiatiques qui sont construits sur des produits qui ne sont complètement faux. Donc voilà. Donc, ces marques essayent de se protéger avec des contrôleurs dans les différents magasins qui vont vérifier l'authenticité de ces produits. C'était notre porte d'entrée avec la NFC. Et maintenant, on va de plus en plus vers l'expérience client, où je vais y revenir un peu plus tard. Alors, les cas d'usage. Les premiers cas d'usage sont avec des marques de luxe à l'heure actuelle, hein, qui intègrent directement la technologie NFC au niveau de leurs produits, que ce soit de la maroquinerie, donc les sacs à main très connus. Également, au niveau des souliers, ça commence à intégrer, on voit des marques qui commencent à intégrer de la NFC au niveau des sneakers ou au niveau de leurs chaussures. On a vu un très bon exemple ces derniers temps avec Nike. On voit aussi l'émergence de la NFC au niveau du prêt-à-porter, donc directement dans les étiquettes de cotexture, par exemple sur les vêtements, ce qui va permettre d'interagir dans le futur avec les clients. Alors, cette NFC permet dans un premier temps d'avoir une certaine garantie digitale du produit. Ça va permettre à l'assistant de vente d'activer la garantie au moment de la vente, au moment de la cérémonie, comme ils appellent ça, donc au moment de la vente du produit au client. Ça va permettre également de gérer les retours de produits et pouvoir identifier si le produit est vraiment authentique dans le magasin. Et on commence aussi à aller maintenant vers des certificats de garantie type blockchain afin d'améliorer cette authentification du produit. Donc ça, c'est plutôt des exemples dans la maroquinerie, on va dire. On a ici des exemples qui commencent à se développer dans le cas des lunettes.
Alors, toujours pour l'authentification de produits, mais également de permettre comment dire, de fournir aux vendeurs des outils de vente interactifs qui vont pouvoir mettre en place avec le client. On peut également enregistrer quelques informations dans la puce pour plus tard, enfin plutôt associées à la puce, ce qui va permettre une certaine assistance pour l'opticien, telle que ajuster les lunettes à la vue du client, commander les bonnes corrections ou initialiser d'autres informations directement au niveau de la lunette. Ensuite, on a fait partie nous-mêmes, enfin moi-même d'ailleurs, sur certains projets clients avec beaucoup d'interactivité dans les cabines d'essayage. C'est-à-dire que là, vous avez des antennes qui sont installées directement dans les magasins, ce qui va permettre d'améliorer le merchandising du magasin, de connaître les habitudes du client, mais également d'interagir directement avec lui en lui fournissant des produits associés à l'article qu'il est en train de choisir ou également de procurer, de lui permettre d'accéder aux produits s'il n'est pas présent dans le magasin le plus rapidement possible, soit par ce qu'on appelle de l'omnichannel, donc par de l'e-commerce, ou soit avoir une livraison très rapide d'un magasin à proximité pour fournir le produit au client. Voilà, je voulais vous faire juste une petite démonstration. Donc ici, je ne sais pas si… Ah oui, blanc sur blanc, ça n'a pas marché. Donc je vais me mettre en face du visage, je ne sais pas si vous le voyez. Ici, en fait, on a un exemple de double tag, un peu fun, du HF RFID, donc qui utilise une même puce et qui permet de faire de l'activation, d'activer une expérience avec le client. Donc pour cela, je vais juste me connecter sur mon téléphone et vous montrer ce qu'il est possible de faire avec une puce NFC. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'écran de mon téléphone, là, et l'IDESC qui vient apparaître. Donc, vous avez vu le geste, hein, j'ai juste pris le tag, j'ai tapé avec mon téléphone, donc ça me déclenche une page web. Et sur cette page web, en fait, je vais pouvoir indiquer différentes informations sur ici le vin, où il est fabriqué, faire une sorte de storytelling au niveau du viticulteur. Également, pouvoir mettre une vidéo YouTube pour indiquer la région, qui est ici en Italie, et également directement un plan. Voici un petit peu donc les interactions qu'il est possible de faire avec un tag NFC. En fait, j'étais très rapide parce qu'en fait, ma présentation est un peu redondante avec tout ce qu'a dit oralement Cyril. Donc, il est possible de faire beaucoup de choses maintenant pour l'expérience client, c'est très orienté au niveau merchandising. Donc, les marques travaillent là-dessus, essayent de trouver les points chauds dans les magasins, de réajuster en fait même l'ameublement du magasin en fonction où va le client, afin de pouvoir lui proposer les produits qui l'intéressent le plus rapidement possible. Voilà, Mélanie, ce que je pouvais dire sur l'expérience client au magasin. Merci. Merci. Alors, j'ai une question pour vous deux. Vous avez parlé des technologies RFID et NFC. Est-ce qu'il y aurait d'autres technologies qui peuvent être utilisées dans le cadre de l'expérience client? Alors, tout est faisable à l'heure actuelle avec notre smartphone. On est capable de lire de la NFC, mais également de scanner des QR codes ou des barcodes. Donc, on pourrait également envisager d'avoir de l'expérience client en magasin en scannant un QR code ou un barcode sur une étiquette, et ce qui déclencherait exactement la même chose que je viens de vous montrer. Oui, c'est tout à fait vrai, Franck. Nous, côté Linksense, on travaille également sur la partie étiquette intelligente. On a deux projets, en fait. On en a un qui est étiquette intelligente pour les étagères électroniques. Donc, ça veut dire, pour nous, sous-entendu, amener de la connectivité, de la connexion, et puis amener de l'énergie. Il faut quand même de la batterie. Il faut quand même de l'énergie quelque part
pour travailler. Donc, on est sur des sujets de consommation, comment on essaie de ne pas mettre de la batterie partout, comment on essaie d'être un petit peu green et ne pas penser à mettre des batteries et trop consommer vu la quantité. Donc ça, c'est un vrai sujet chez nous qui mettrait un petit peu plus d'intelligence. En tout cas, il rendrait les magasins un petit peu plus flexibles côté information, que ce soit du prix ou autre chose sur l'étiquette. Et le deuxième projet, c'est d'une manière générale, c'est ce qu'a partagé un petit peu Franck tout à l'heure, dans les magasins, en donnant l'exemple de connecter, mettre des antennes un petit peu partout pour aller chercher de l'information sur les produits. L'idée, c'est ça, c'est exactement de pouvoir connecter le magasin entièrement, que ce soit avec un smartphone ou avec des lecteurs locaux, pour faire évoluer quelque part en temps réel le magasin, sur des informations, du marketing, des TV, n'importe quoi, et puis pouvoir donner de l'information dans le téléphone. Donc l'idée, c'est comment on est capable de connecter le magasin en entier, que ce soit directement avec le client ou avec localement avec des petits features, des télés, des animations dans le magasin. Pousser l'expérience client vraiment jusqu'au bout. Ok, merci. Je vois une question qui vient de popper dans question-réponse. Alors, qu'en est-il de la sécurité des clients, données personnelles RGPD dans ces expériences? C'est une chose très importante. Les marques font très, très attention à cela à l'heure actuelle. Donc, normalement, il n'y a pas de lien entre… si on n'a pas l'accord du client, soit à travers une application sur le téléphone en lui-même, il n'y a pas de lien qui est fait entre le client et le fait qu'il est tapé sur une puce NFC. Pour complémenter, on n'est pas sur une traçage GPS. On n'est pas en train de dire on trace le client, on trace son sac. Donc, quelque part, on trace le client avec une puce GPS. On sait où est-ce qu'il est, quand est-ce qu'il est en temps réel. C'est pas ça. L'idée, c'est de savoir ce qu'il a pris ou pas. En ayant tapé juste le tag NFT. Donc, comme dit Franck, de toute façon, il y a forcément une acceptation à avoir. À un moment donné, il y a une information à donner sur ce qu'on va chercher, sur l'information qu'on va donner exactement. Et donc, le client doit accepter ou pas. Et s'il n'accepte pas, il n'y a pas de customer experience vis-à-vis de la NFC. C'est un vrai point. En fait, les marques, c'est sûr que vous pouvez taper un produit, avoir la page web qui apparaisse, mais je pense que les marques se posent de plus en plus de questions à avoir leur propre application, ce qui fait en fait que le client irait s'enregistrer de lui-même sur l'application pour pouvoir utiliser cette expérience client et donc avoir par cet intermédiaire l'accord du client pour l'utilisation de l'expérience. Merci. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. En attendant, Franck, je me rappelle que tu m'avais parlé de métaverse précédemment. Comment l'émergence du métaverse s'inscrit-il dans cette expérience client? Alors, je ne sais pas. Est-ce que vous revoyez ma présentation ou pas? Non, on est encore sur Internet. Ok. Excusez-moi, je ne suis pas très doué alors. Alors, on voit avec l'émergence du métaverse de plus en plus de demandes de pouvoir lier en fait le produit physique avec le produit digital. Donc, nous avons des demandes de marques qui souhaitent à l'heure actuelle donner cette expérience aux clients, c'est-à-dire que une puce ou un tag est intégré directement dans le produit. Donc ici, un exemple de sac à main, si vous voyez ma présentation. Le client ou d'ailleurs l'assistant de vente pourrait guider le client dans cette expérience client. C'est-à-dire vous donnez
taper votre sac à main, ce qui va vous engager dans cette expérience et vous permettre de créer ce qu'on appelle un jeton NFT. C'est assez nouveau là, on commence à parler de Web 3.0, de métaverse, de blockchain, mais en fait, ça vous permettrait en fait d'avoir votre jumeau numérique, c'est-à-dire vous avez le produit physique, mais vous auriez aussi son jumeau numérique dans ce qu'on appelle le métaverse, donc qui est un nouveau monde qui est en train de se mettre en place, il y a beaucoup de publicité faite par la société Meta, qui était Facebook anciennement, et on a beaucoup d'acteurs qui se lancent sur ce marché. Vous pouvez donc avoir un portefeuille numérique. Ici, l'exemple qui est pris, c'est MetaMask, ce qui fait que vous allez activer ce jeton numérique dans votre portefeuille numérique, qui vous permet de dire que vous avez ce produit dans le monde virtuel et de l'utiliser ensuite dans le monde virtuel. Alors, il y a différentes applications, soit le partager sur les réseaux sociaux, mais il y a également la possibilité d'avoir une représentation 3D numérique dans le monde virtuel de l'objet physique que vous venez d'acheter et de pouvoir l'utiliser dans ce qu'on appelle les microverses. Donc, c'est des applications sur lesquelles se tournent beaucoup d'acteurs. Tout à l'heure, Cyril a parlé de quelques exemples. J'en ai d'autres en tête. Il y a Bulgari qui vient de faire une expérience client sur ce genre de choses. Il y a également Nike qui a lancé un sujet un peu semblable. Et on voit des partenariats se mettre en place entre des grandes marques et même des jeux style Fortnite. J'ai un fils qui joue beaucoup à Fortnite. On voit maintenant que les marques essayent en fait de rajeunir leur clientèle et de s'attaquer en fait à cette nouvelle génération à travers le monde virtuel. Merci. Une autre question. Oui, bon, ça c'est pour les supports de présentation, pas de souci. Alors, il faudra voir si Franck et Cyril sont d'accord pour vous donner les supports, pour vous les transférer. Et si c'est le cas, quand je vous enverrai le mail avec le replay, vous me dites, vous me répondez, et puis je vous l'enverrai s'ils sont d'accord. J'ai une autre question pour tous les deux. Est-ce que vous avez des idées sur les innovations qui se profilent pour demain, des nouveautés qui peuvent apparaître? Alors là, je viens d'en citer une. Il y a un très bon rapport qui vient de sortir du comité Colbert qui regroupe toutes les marques de luxe, qui nous montre qu'ils souhaiteraient utiliser demain toutes les nouvelles technologies. La réalité augmentée en fait partie, ou d'autres technologies, justement pour s'attirer toute cette nouvelle clientèle et de jeunes, on va dire, ou d'essayer de rajeunir leur clientèle à travers toutes ces nouvelles technologies qui sont mises à disposition. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Franck. L'intelligence artificielle, tout ce qui est partie métaverse, on en a de plus en plus. C'est pas encore très clair côté développement, côté hardware, mais côté soft, c'est en train d'exploser. Et finalement, côté hardware, ce que je disais au début, peut-être un relais avec l'analyse d'image, les caméras qui sont capables d'analyser, de reconnaître un bien, de pouvoir le localiser et de pouvoir récupérer l'information directement. Peut-être ces axes pour le futur. On voit aussi un axe vers la seconde main, comme disait Cyril tout à l'heure, qui se développe énormément et qui intéressait pas beaucoup, on va dire, les marques de luxe au départ, mais qui là les intéresse de plus en plus pour avoir vraiment toute la vie du produit en cas de retour dans leur propre magasin. On a une vraie tendance du passeport digital sur tous les biens. L'idée, c'est même une directive européenne d'essayer de créer ce passeport digital. Alors, d'un point de vue éco, c'est pas super propre. On va pas commencer à vouloir mettre des puces électroniques sur tous nos produits qui vont passer à travers les douanes. C'est impensable. Mais la tendance, elle est quand même là. C'est ce que dit Franck, le passeport digital, c'est l'histoire de vie d'un produit, de sa fabrication jusqu'à sa seconde main, qui est de plus en plus, on le voit avec l'explosion des plateformes de revente, c'est de plus en plus important.
Donc ce passeport digital va peser de plus en plus. Ouais. Ok. Est-ce que vous voulez en dire un petit peu plus sur la seconde vie des produits? Je sais que c'est un sujet qui passionne beaucoup. On a fait 2 webinaires là-dessus déjà, mais est-ce que vous voulez en dire un petit peu plus? Ben moi, d'un point de vue marché, je vois que ça pèse environ 30 milliards d'euros, de dollars, pardon, mais bon, en ce moment, c'est pareil, l'année dernière. C'est un poids énorme. Les marques, les grandes marques ne s'y intéressaient pas, finalement, se dédouanaient. D'un point de vue produit, le produit a été vendu. Après, c'est plus leurs affaires finalement. S'il y a une reconnaissance, une authenticité, vers où ça arrive, chez qui ça arrive, et les plateformes de revente utilisent des commissaires-priseurs pour essayer d'authentifier les biens. Et de plus en plus, finalement, les marques recommencent à regarder. Il y a notamment la plateforme Aura, qui est une association de plusieurs grandes marques, dont LVMH, qui essaie de centraliser, de reprendre la main sur cette histoire de seconde main, de lier à la blockchain. Donc, on est bien sur une idée de passeport digital d'un bien. Le lien, finalement, entre la digitalisation et le bien, c'est le tag NFC, sécurisé. On est sur une puce cryptée, sécurisée, donc avec de la valeur. Autant que pour autant on pourrait avoir dans un passeport biométrique. Et ensuite, les plateformes qui permettent de générer des certificats d'authenticité, de gérer des passations entre les personnes. Il y a une double authentification des personnes, à la fois du bien et de la personne. On peut céder un bien comme on cède une voiture. Et ça, c'est de plus en plus important. Il y a de plus en plus de plateformes. Les marques veulent reprendre la main sur cet aspect. Et les sneakers, c'est un vrai sujet. C'est rigolo, l'explosion en volume, ce que mentionnait Franck. Donc, j'avais vu, c'était Adidas qui était également à fond aux US avec des éditions limitées. Alors, on est sur des biens qui sont assez chers, hein, en édition limitée, signés par des artistes ou des sportifs de haut niveau, portés par des sportifs de haut niveau. Ce sont quelque part des biens de luxe, même limite artistiques. Mais je pense qu'à terme, cette technologie va être déployée sur beaucoup de biens à partir du moment où il y aura un petit peu de valeur. Comment ça touchait en fait tous les domaines? Il y avait aussi la paire Jordan avec le PSG. Enfin, donc voilà, et ça commence à partir. Enfin, il y a beaucoup d'interactions qui se font d'ailleurs maintenant entre soit célébrités et marques, mais même entre marques sur des séries limitées. Ouais. Donc c'est très bien qu'il y ait de plus en plus d'acteurs. Finalement, en ligne de fond, la NFC, c'est une vieille technologie. On parle de NFC, c'est une technologie qui est vieille comme le monde. L'innovation, elle n'est pas côté NFC, elle n'est pas côté antenne et lecture, un lecteur et puis l'antenne. C'est pas le sujet. C'est vieux, c'est connu, c'est archi connu. On a une tendance à la miniaturisation, donc il y a encore un petit peu de travail pour essayer de miniaturiser, de pouvoir intégrer ce tag dans le bien sans que ce soit forcément visible. Je prends l'exemple de Decathlon, je reviens sur Decathlon parce que j'adore ce truc. Les premières étiquettes Decathlon, les premiers tags, ils étaient visibles, on voyait l'antenne, on voyait le truc aluminium, c'était pas très propre, c'était pas très beau. Maintenant, vous voyez plus rien, on sait même pas où elle est, limite. Il faut savoir où elle est. Donc, il y a eu un des efforts assez impressionnants sur son intégration. Donc, il y a un petit peu d'innovation liée à cette miniaturisation et être capable de dire, malgré le fait que l'antenne soit toute petite, donc physiquement, il faudrait être capable d'aller la lire, on est capable avec les performances des puces et puis le design des antennes. Donc, il y a de plus en plus d'intégration. Et puis, c'est très bien qu'il y ait de plus en plus d'acteurs, que ce soit chez Beyond Tag Group, chez LinkSense ou même chez nos compétiteurs. Tout le monde, il y a de la place pour tout le monde parce qu'il y a un marché immense. Ça devient prouvé maintenant que l'avantage de la NFC et son déploiement finalement massif viendra par le fait qu'on sera plusieurs à déployer ces solutions et pas un seul acteur qui essaie de pousser dans son côté. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Merci. Il y a une nouvelle question.
Alors, comment traiter industriellement l'intégration des puces NFC en grande quantité dans les produits? Alors, ça va dépendre des produits. Pour cela, nous, on fait pas mal d'ateliers de travail avec nos clients, justement, pour trouver le meilleur endroit où intégrer la puce, enfin l'étiquette, on va dire. Cela demande aussi de connaître les cas d'usage derrière pour avoir une bonne interaction dans le cadre de l'expérience client. Ce serait dommage d'aller mettre une étiquette NFC dans la semelle de la chaussure alors que le client n'aura pas le réflexe d'aller retourner la chaussure pour aller taper dessus, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment au cas par cas pour pouvoir intégrer cette étiquette. Alors nous, on a déjà beaucoup d'expérience, comme je disais, avec certaines marques de luxe. On n'est pas à des milliards comme sur l'UHF et RFID, mais on est déjà à quelques dizaines de millions de tags qui ont été intégrés dans des produits. Le plus grand exemple pour moi, je pense, c'est comme dit Franck, c'est la partie étiquette. On parle d'étiquette, ça peut être pour un pull de valeur, ça peut être dans l'étiquette soit derrière le col, soit l'étiquette de composition et d'information. Un truc assez simple. Des boutons, on pourrait très bien imaginer des boutons. On voit apparaître également des solutions où le tag est intégré dans un bouton et moulé dans un bouton. Donc, il faut que ça reste simple. Il faut que ce soit, en effet, c'est un très bon point. Il faut que ce soit facile à intégrer de façon industrielle. Il faut que ce soit scalable, comme on dit, que ce soit pas fait par des petites mains à coller le truc ou je sais pas quoi. Il faut que ce soit sérieux et intégré. En fait, l'intégration de la RFID dans le produit à la fin fait partie intégrante de la baume du produit. Donc c'est quelque chose à prendre en compte dès le design et les premiers prototypes du produit pour voir où on va aller intégrer la puce. Dans des vis, par exemple, on a un sujet sur des outils. On essaie d'intégrer des tags NFC dans des outils. Alors, on est dans un environnement métallique, c'est compliqué, c'est un outil de valeur, ce sont des outils de valeur. Et donc, on essaie de les intégrer dans des vis. Donc, c'est une vis qui, pour le coup, servira à rien, ça reste de l'élément décoratif. Il faut donc que l'outil soit redesigné quelque part, parce que cette vis-là, justement, ne servira pas à tenir l'ensemble. Ça reste un élément décoratif, mais comme dit Franck, ça fait partie de la baume et il faut pouvoir l'intégrer. Et du coup, ça reste facile à assembler parce que ça reste sous forme de vis et que c'est déjà prévu dans les lignes d'assemblage du fabricant d'outils. On ne peut pas demander à la marque de trop modifier ses lignes de production, on n'y arrivera pas. Il faut qu'on arrive à s'adapter. Je vous ai montré les exemples de lunettes. Et en fait, il y a deux endroits. Sur les lunettes, on va dire plutôt plastique, enfin plastique en général. On peut aller sur la branche de lunettes. Par contre, sur des montures métalliques, on va aller sur ce qu'on appelle le nosepad, donc le repose-nez pour intégrer directement une puce. D'où également donc, cet effort de miniaturisation et sans perdre la distance de lecture, comme le dit Cyril, pour intégrer dans les produits. Merci. Une dernière question. Qu'en est-il de l'usage des BLE, Beacon Bluetooth Low Energy, pour améliorer l'expérience client en magasin? Alors, Cyril. Nous, on n'a pas de projet ouvert concrètement. On n'a pas eu de demande. C'est possible, hein, on peut faire du Bluetooth Low Energy. Ça reste un moyen de communication alternatif. On n'a pas aujourd'hui, nous, de demande. Je pense qu'il manque l'aspect, pour ma part, je pense qu'il manquera l'aspect sécurité versus le NFC. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible techniquement, mais pour l'instant, nous, on n'a pas de demande. Nous, à travers, donc vous avez vu qu'Confidex fait partie du groupe Biontech, donc on a eu quelques cas d'usage, mais pas vraiment d'expérience client, ni d'authentification, parce que comme disait Cyril, on a besoin de puces avec de la crypto pour effectuer ce genre de démarche. Le BLE pourrait être utilisé en magasin, comme je disais, pour du merchandising, pour aller faire de l'interaction et de l'advertising au niveau du client s'il s'approche
d'un produit qui l'intéresse, enfin de l'étagère avec un produit qui l'intéresse. Mais pour l'instant, au niveau PLE, j'avoue que je n'ai pas vu beaucoup d'applications dans ce genre. Merci. Je pense qu'on a fait le tour des questions. On est dans les temps. C'est génial. Merci à tous pour vos questions. Merci à tous d'avoir été présents. Merci Cyril, merci Franck pour vos présentations, d'avoir répondu à toutes les questions. Merci Mélanie. Merci à vous tous. Et à l'année prochaine pour les prochains webinaires. Merci. On sera là. Merci Mélanie. Au revoir. Au revoir. À tous. Au revoir.